beaucoup, et Maxime, de cette belle présentation, également Marie, de l'organisation, à vous deux, et puis de cette conférence, de nous avoir aidé à organiser ces moments pour partager le projet de l'Observatoire. On travaille depuis plus de 3 ans sur l'élaboration, l'analyse et le développement du projet des dotés au Fleuve Saint-Laurent d'une personnalité juridique. D'ailleurs, on a publié un livre récemment, cette année, Les Jours de la Terre, où on présente finalement les cas juridiques actuellement au Québec et pourquoi ce serait important de le faire avancer, le faire évoluer vers la reconnaissance de la personnalité juridique à des entités naturelles comme le fleuve. Et puis, on a aussi un projet de loi en annexe du livre également, qui est d'autres documents intéressants qui vous montrent qu'est-ce que ça a donné dans d'autres pays au monde où on a changé les paradigmes, on a attribué une personnalité juridique à des entités naturelles. Je suis accompagnée également d'Alexandra Baer, qui est avec moi, également avec Ivy Hamelin de la nation Mi'kmaq, qui vont vous adresser un mot. Donc, Alexandra, à toi la parole pour présenter rapidement l'Observatoire. Merci, Annie. Donc, c'est ça, je vais présenter brièvement l'Observatoire. En fait, nous sommes une très jeune organisation sans but lucratif, puis nous militons pour la reconnaissance des droits de la nature au Québec et au Canada. Donc, notre mission, c'est vraiment de faire évoluer les mécanismes juridiques qui sont mis en place pour protéger la nature. Et donc, nous cherchons à construire et promouvoir des mesures incitatives pour stimuler des discussions au niveau législatif. Donc, en février dernier, on a participé à la reconnaissance historique de la personnalité juridique de la rivière Magpie, puis on espère continuer dans la même veine avec la reconnaissance du fleuve Saint-Laurent en proposant un projet de loi à l'Assemblée nationale le 22 mars prochain à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Puis ce projet de loi accorderait un véritable statut juridique au fleuve et les droits fondamentaux comme le droit à la protection, conservation, au respect de ses cycles vitaux et à la restauration. Puis, comme Yannick disait, on a publié un ouvrage au printemps dernier. Puis, c'est un ouvrage qui est rédigé par plusieurs experts et expertes qui abordent les implications d'une telle reconnaissance puis d'un changement de paradigme. C'est pas mal ça pour ma part. Merci. Merci beaucoup, Alexandra, pour ces mots. Et j'invite Valérie, Ivy, à nous adresser aussi la parole. Oui, bonjour tout le monde. J'aimerais spécifier que le livre est en 3 langues. En français, en anglais et en espagnol. C'est un travail titanesque. Bravo! Donc, moi, je connais Yanni parce qu'on travaillait ensemble auprès de l'organisme Au Secours en tant que conseillère. Puis, je me suis jointe au projet d'Alliance du fleuve Saint-Laurent au courant de la dernière année. Moi, mon rôle au sein de l'équipe, c'est de faciliter les communications, puis les partenariats avec les communautés autochtones. Donc, c'est une alliance autochtone et allochtone pour déposer ce projet de loi ensemble dans un grand mouvement unificateur. C'est pas mal ça. Et oui, je suis de la communauté de Gesteg en Gaspésie. Donc, on est vraiment à l'entrée du fleuve Saint-Laurent. Et ça fait déjà partie de nos valeurs de protéger l'eau. Donc, c'est une alliance toute naturelle et magnifique. Merci d'être là, tout le monde. Merci, Ivy, pour ces mots. Et puis, vraiment, on est reconnaissant de ton travail, de ton implication. Et vraiment, on apprend beaucoup avec les différents membres, surtout avec ceux qui nous amènent des idées novatrices et ils nous ouvrent finalement les perspectives. Sans plus tarder, je vais vous partager une présentation PowerPoint qu'on a préparée pour vous. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Est-ce que vous le voyez correctement? Oui. Merci. D'ailleurs, c'est une belle photo du fleuve Saint-Laurent prise par Wapukun Mestokosho, une amie Innu qui habite très près du fleuve Saint-Laurent et puis qu'elle a la chance de sortir et voir se lever ou se coucher de soleil tout près de chez elle. Donc, je tiens à la remercier pour ça.
La présentation va être divisée en 3 points principaux. Tout d'abord, la nécessaire transition d'une justice environnementale vers une justice écologique. Deuxièmement, le mouvement mondial des droits de la nature. Et troisièmement, la personnalité juridique pour le fleuve Saint-Laurent. L'Observatoire international des droits de la nature a été déjà présenté. Donc, on s'en va directement au premier point de la transition d'une justice environnementale vers une justice écologique. Comme vous savez, il y a beaucoup d'auteurs, plusieurs auteurs qui ont écrit à propos de la justice environnementale, étant donné qu'on constate qu'il y a des inégalités profondes entre les populations du Sud, du Nord, entre les pauvres et les riches, entre les Blancs, entre les Noirs, les Métis, les Autochtones. Et puis que finalement, les populations les plus vulnérables sont celles où les droits humains les plus importants sont violés, comme celui à la dignité humaine, à la vie, à la santé, à l'eau, à l'assainissement, à un environnement sain. Également, ça touche aussi la question des droits des générations futures en environnement sain. Comme vous savez, les générations futures n'existent pas, mais on leur donne de plus en plus une personnalité juridique, c'est-à-dire on constate qu'ils ont des droits, une expectative, ils ne sont pas là, mais ils vont l'être. Et puis, sont devenus de plus en plus un sujet de droit au niveau national et international. Mais cette approche de la justice environnementale est nettement basée sur les droits humains, c'est-à-dire dans l'ère de l'anthropocène. De plus en plus, on évolue vers une ère de l'écocentrisme où on s'en va finalement vers une justice écologique qui est plus large que la justice environnementale. Mais c'est 2 pages dans le même livre. Et puis finalement, les philosophes et puis notamment des personnes qui sont très en contact avec les Premières Nations soulignent l'importance d'avoir des considérations éthiques envers d'autres espèces, qu'on doit aussi reconnaître la dignité intrinsèque des créatures vivantes et des écosystèmes dans leur ensemble. Et puis, ça implique finalement de changer la nature comme un sujet et au lieu de le conserver comme un objet. Actuellement, les cas juridiques qu'on a, consacre la nature comme étant un objet. Un objet, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, une ressource qu'on utilise pour atteindre un objectif, qu'on peut détruire, qu'on peut anéantir. Et voilà les résultats qu'on a aujourd'hui. Plusieurs espèces aquatiques qui sont disparues, milieux humides, qui est environ 80% des milieux humides du Saint-Laurent qui sont disparus. Et puis finalement, parce que c'est cet anthropocentrisme qui nous a placés en haut de la pyramide et a finalement délaissé la nature. Donc ce mouvement nous permet de replacer la nature à la bonne place. Et puis finalement de comprendre qu'on fait partie d'elle et que toutes les autres espèces méritent également du respect et qui ont une dignité intrinsèque. Donc, ça évolue vers la reconnaissance des droits de la nature ou des droits à la nature. Et c'est une approche sur la nature incluant les humains. Donc, on ne s'exclut pas d'elle. C'est-à-dire que nous aussi, on fait partie de ces différentes espèces. Donc, on habite et on a aussi des besoins considérant à l'eau, à l'alimentation, etc. Donc, on fait partie aussi de la nature. On n'exclut pas, mais on travaille en harmonie, pour vivre en harmonie avec la nature. Et c'est important de savoir qu'en protégeant les droits de la nature, on protège en même temps les droits humains. Comme vous pouvez voir ici de ce dessin qu'on a travaillé, ça fait un clic parfait. Donc, si je protège les droits de la nature, les droits par exemple à l'existence, à la conservation, à la préservation, à la restauration et aux cycles vitaux, on arrive à une justice écologique qui s'harmonie de manière parfaite, un engrenage parfait avec les droits humains, à la vie, à la santé, à un environnement sain, à vivre avec dignité, à l'eau, à l'assainissement, aux droits bioculturels. C'est cet attachement qu'ont certaines communautés avec leur environnement, avec leur entourage, avec leur milieu. Et également, on protège les droits des générations futures à un environnement sain. Donc, c'est un engrenage parfait entre la protection des droits de la nature et la protection des droits humains. Donc, ils ne sont pas en concurrence, au contraire. Donc ça nous amène vers un changement de paradigme, vers un écocentrisme où on se considère vraiment comme, on considère la nature comme une entité interdépendante. On n'est pas une collection d'objets, mais plutôt une communion d'éléments interdépendants, qu'on est tous connectés les uns avec les autres. Effectivement, c'est un mouvement mondial
On a plusieurs exemples qui nous ont inspirés. Tout d'abord, il y a les textes très importants de Christopher Stone, qui est reconnu comme étant le pionnier en droit de la nature. Et puis, il essayait de défendre une montagne, mais il n'avait pas cette capacité d'agir au nom de la montagne. Et puis, il disait, mais ça prend un représentant qui peut agir au nom de la nature, devant les tribunaux, des consultations, etc. Et puis, qu'on puisse aussi reconnaître que la nature peut subir un préjudice autonome, indépendant du préjudice que peut subir l'humain. Donc ça, c'est vraiment une avancée juridique très importante. Et puis aussi également de reconnaître qu'une compensation doit être accordée pour son propre bénéfice, pour la restauration de la nature et non pas seulement que pour l'être humain, comme c'est à l'heure actuelle. À l'Observatoire, on a élaboré une carte interactive. Donc, si vous allez visiter notre site web à www.observatoirenature.org, on a identifié plusieurs pays où les reconnaissances de droits de la nature ont eu lieu. Et ça s'est fait par différents moyens, dépendamment des systèmes juridiques. Le plus important, ça a été par les biais de la Constitution, comme ce fut le cas en Équateur, où on a inclus les droits de la nature et on a aussi inclus, c'était le fruit des négociations avec les communautés autochtones de l'Équateur, et le principe de summa causae, qui est différent au principe de développement durable, que ça veut dire vivre en harmonie avec la nature, avec son entourage, avec les autres, avec nos amis, avec nos familles. Via la Constitution aussi, le Mexique a déjà changé environ 4 constitutions des États fédérés pour inclure les droits de la nature, de la mère-terre, à avoir ces droits, ces cycles vitaux à exister, à préserver, à progresser. Par les biais des lois, ça se fait aussi ces changements de paradigme. C'est le cas de la Bolivie, où la Bolivie a adopté la loi cadre des droits de la mère-terre et à l'heure actuelle sont en train de travailler pour reconnaître le lac Titicaca comme une entité sujet des droits. Et un cas extrêmement inspirant aussi pour nous, le fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande, c'est fruit d'une négociation entre les Maoris et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour attribuer, finalement, ils ont attribué une personnalité juridique au fleuve Whanganui et les gardiens proviennent tant du gouvernement colonial, finalement, et puis du gouvernement maori pour donner vie, un droit à cette rivière, à cette fleuve qui est sacré pour les Maoris. Ça se fait aussi par le biais de la jurisprudence. Il y a surtout dans les systèmes où les juges osent changer les choses, peuvent faire évoluer les droits. Et c'est le cas en Inde où les fleuves Yamuna et les Ganges ont été déclarés comme entités sacrées, sujets des droits, d'une personnalité juridique. On voit ici comme les gens vont se purifier dans les Ganges, même s'il est très pollué. La question sacrée de l'eau constitue et continue, il reste dans la population, dans sa cosmologie, et puis a été déclaré par le biais d'une jurisprudence également en glacier. En Colombie, c'était un cas très proche de chez nous, de moi particulièrement. On est allé visiter les magistrats de la Haute Cour constitutionnelle qui a reconnu le fleuve Atrato comme sujet de droit, effectivement parce qu'il y avait un grand problème de pollution lié à l'extraction minière de l'or. Et puis finalement, ça mettait en danger plusieurs populations, notamment afrodescendantes, qui s'alimentent du fleuve, qui se baignent dans le fleuve, qui vivent, qui font partie du fleuve. Et un aspect qui est très important, qui a souligné cette décision de la Haute Cour constitutionnelle en Colombie, c'était le lien bioculturel. Les droits bioculturels, ça peut donner un saut et faire un pas vers la reconnaissance d'une entité naturelle comme étant un sujet de droit. Donc, c'est un des éléments qu'on cherche pour pouvoir identifier où on peut faire une déclaration de telle sorte pour trouver ces liens bioculturels. Le Bangladesh est allé encore plus loin. La Cour suprême du Bangladesh a déclaré tous les fleuves, les rivières, les cours d'eau comme étant sujets des droits. Le changement peut aussi être fait par le biais des résolutions municipales et des résolutions des peuples autochtones. Aux États-Unis, on voit un grand nombre de municipalités qui adoptent les droits de la nature. Le premier cas, c'était Tamaqua Borough en 2006, car cette municipalité recevait des déchets toxiques et s'installait dans cette municipalité et puis ont déclaré les droits à la nature, les droits aux écosystèmes de manière autonome parce qu'ils ne voulaient plus recevoir et être considérés comme un dépotoir des États-Unis.
les Pittsburgh en Pennsylvanie, Mora District en New Mexico, Santa Monica en Californie, Creston, Colorado, et récemment les Orange County en Florida ont reconnu les droits de la nature. Donc les mouvements avancent, ils s'inspirent les uns des autres. Et des résolutions des peuples autochtones, il y en a aussi plusieurs, comme celle adoptée par les White Earth Band, des Ponca Nation, des Hunkook Nation, des Yurok Tribe, des Passamaquoddy Tribe, des Nez Percé Tribe et Menominee Tribe. Donc, il y a plusieurs nations autochtones aussi qui sont unies pour déclarer ou se sont ralliées pour faire une déclaration d'une entité naturelle comme étant une personne légale, comme le fleuve de Snake River, de Klamath River, ou même le Wild Rice par les Yurok Tribe. Au Canada, on a eu la première cette année, c'était la Mutehiko-Chipou, la rivière Magpie. C'était une belle entente, une belle démonstration de réconciliation entre une communauté autochtone et les Inuits de Quanichit avec la MRC de Mangani pour protéger aussi la rivière Magpie. Et plus encore au niveau international, on a la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui, dans son opinion consultative en 2017, a déclaré que pour protéger les droits à un environnement sain, c'était nécessaire ou c'était très important de protéger, de considérer tout le vivant comme étant ayant une dignité intrinsèque, donc un sujet de droit, avec le droit d'être protégé de manière autonome et pas seulement lié aux droits humains. Donc, on voit finalement que le mouvement est de plus en plus important au monde et puis on vise finalement avancer vers une déclaration qui va changer les droits, qui va le faire évoluer et c'est de donner cette personnalité juridique au fleuve Saint-Laurent. Et comme vous savez, les droits est une construction sociale. Et puis, si les droits est une construction sociale, on a reconnu à ce jour plusieurs catégories de personnes. En fait, pour que quelque chose ou quelqu'un puisse avoir des droits, il faut qu'il y ait la personnalité juridique, c'est-à-dire qu'il soit considéré comme une personne aux yeux du droit. Qui a les personnalités juridiques en ce moment-ci? Les États ont la personnalité juridique, surtout au niveau international, pour agir au nom de l'État. Les municipalités sont des personnalités juridiques, les ONG, comme nous-mêmes, on est créés par le biais d'une constitution, donc on existe en droit. Les ONG sont, pour la plupart, sont des organismes à but non lucratif constitués par une loi, donc on obtient la personnalité juridique. Les corporations nationales, multinationales ont des droits, des obligations également. Les bateaux ont une personnalité juridique. Les églises également, les hommes, au niveau des humains, les hommes, les femmes, les enfants, les peuples autochtones et les Noirs. Pourquoi j'ai fait cette distanciation? Parce qu'à un moment donné, c'était juste les hommes qui avaient la personnalité juridique, c'était eux qui étaient des personnes. Les femmes, vous le savez, ce n'est qu'en 1929, après une lutte par plusieurs femmes, que la femme a été reconnue comme personne pour pouvoir être nommée à titre de sénatrice dans le Parlement fédéral. Donc, c'est une lutte et même à cette époque-là, la Cour suprême avait dit non, vous n'avez pas la personnalité juridique. Mais aujourd'hui, on le reconnaît, on ne le remet pas en doute. Donc, juste pour vous montrer à quel point les droits est une évolution et puis doit continuer à évoluer. Les enfants également ont la personnalité juridique, même s'ils ont juste des droits et pas des obligations nécessairement, parce qu'ils n'ont pas les free will, les libres arbitres, surtout quand ce sont des jeunes enfants. Et les peuples autochtones, à un moment donné, la colonie, c'était une question aussi de domination, de dire qu'ils n'étaient pas considérés comme des personnes. Et puis, le noir aussi n'était pas considéré comme des personnes à un moment donné de l'histoire. Aujourd'hui, on ne le remet pas en doute et une chance que le droit est là pour évoluer finalement, reprendre tous ces luttes-là et garantir cette dignité humaine. Aujourd'hui, une des grandes batailles après cette déclaration des droits de l'homme internationale qu'il y a eu en 1945, c'est la déclaration des droits des entités naturelles, donc c'est-à-dire les droits de la nature pour les fleuves, les forêts, les montagnes, etc. Alors, pourquoi attribuer une personnalité juridique au fleuve Saint-Laurent? En fait, malgré diverses réformes législatives et d'importantes décisions judiciaires, l'état du fleuve Saint-Laurent se dégrade. Et un nouveau cadre juridique s'impose. On est quand même évolué
Et depuis 1970, on a pris en main les cadres juridiques de l'eau au Québec, on l'a fait évoluer, mais ce n'est pas assez. Le fleuve se dégrade, il y a plusieurs menaces et il y a une urgence d'agir. Si on accorde un fleuve la personnalité juridique, cette reconnaissance impliquerait de lui reconnaître des droits, bien sûr, qui sont différents des droits humains. Ce n'est pas les droits à la libre expression, mais c'est celui à la protection, au respect de ses cycles naturels, à la restauration, à sa biodiversité native, etc. Donc, ce sont des droits qui vont être vraiment collés à sa nature même en tant que fleuve et pas en tant qu'humain, parce qu'il n'est pas un humain. On ne vise pas humaniser un fleuve. Donc, oui, c'est un constat. Le cadre juridique actuel est insuffisant pour freiner la dégradation des écosystèmes et empêcher les rejets des contaminants au fleuve. Comme vous savez, la plupart des municipalités, à l'heure actuelle, ne comptent pas avec les moyens pour assainir les eaux. Ça pourrait devenir une stratégie pour que les municipalités puissent chercher des fonds et investir dans les systèmes d'assainissement des eaux et de traitement d'eau potable. Actuellement, on a une limite de la protection juridique de l'environnement basée notamment sur les préjudices subis par les humains. Donc, on ne tient pas en considération l'impact de la pollution cumulative sur les fleuves et sur les espèces. Et un autre élément important, c'est de reconnaître ces liens intrinsèques que nous avons avec les fleuves. Donc, une question d'identité et une question des droits bioculturels. Et si on trouve ça ici, on pourrait donner cette personnalité juridique parce que c'est une question aussi identitaire. Les gens s'identifient aux fleuves. Les Premières Nations les naviguent depuis des millénaires. La nation québécoise et les autres personnes qui viennent de différentes origines qui s'installent au Québec sont attachées aux fleuves. On boit les fleuves Saint-Laurent, donc on est toutes et tous les fleuves Saint-Laurent. Les droits du fleuve Saint-Laurent, je souligne cette photo de Wapukun Mestokosho qui on dirait que le fleuve sourit. En fait, c'est deux canards qui bougent et qui font en sorte qu'il y a une sorte de sourire dans les fleuves. Et ça, c'est les 9 droits qui ont aussi été reconnus à la WACPAC. Donc, suivant le même élan, on reconnaîtrait aussi le droit à la régénération et à la restauration, les droits d'exister et d'écouler, les droits d'être libre de polluants, les droits à rester en justice, les droits de nourrir et d'être nourris par des aquifères et des affluents, et les droits de remplir ses fonctions essentielles au sein de ces écosystèmes, les droits au respect de ses cycles vitaux, les droits à la biodiversité naturelle et les droits à maintenir son intégrité. C'est ce qui cherche une approche préventive reconnaissant la protection des habitats des espèces et ne pas protéger seulement les espèces quand elles sont déjà en péril d'extinction ou menacées. Également, cette personnalité juridique permettrait de se faire représenter par des gardiens, des gardiennes du fleuve qui veilleront à son meilleur intérêt. Donc, on a proposé ici un projet de loi, on fait des consultations et dans ces consultations, on l'enrichit, on l'améliore. Par exemple, on a senti que les gens voulaient toutes et tous devenir des gardiens de l'eau, gardiens du fleuve Saint-Laurent. Et je trouve ça motivant, je trouve que ça veut dire que les gens ils veulent participer, ils veulent faire partie de ce projet. Donc, on pourrait penser à une catégorie des gardiens moraux. Toutes et tous sommes gardiens du fleuve Saint-Laurent. On est tous et toutes responsables. Parce que reconnaître des droits, ça veut dire aussi assumer nos responsabilités vis-à-vis cette entité juridique. Donc, les gardiens moraux, toutes et tous sommes des gardiens du fleuve. Et il y aurait aussi des gardiens ancestraux qui seraient reconnus les Premières Nations qui bordent, qui s'installe proche du fleuve. Donc, ça, c'est aussi fruit des consultations qu'on a fait avec Ivy et puis plusieurs communautés qui nous sont comme les Mohawks d'Awasatsune, également avec la nation des Gespeg, Mi'kmaq, les Inuits également, qui nous soulignaient que toutes les nations devraient être aussi reconnues comme des gardiens ancestrales du fleuve. Ils les connaissent, leur rôle a été toujours leur rôle principal. Donc, c'est une des choses qu'on inclut dans ces projets de loi, on l'enrichit. Et puis aussi les gardiens légaux, pour finalement leur donner cette structure et ce pouvoir d'activer les mécanismes de réparation pour que les pouvoirs ne soient pas dissous, mais qu'ils soient quand même bien structurés et que ça vient aussi avec un modèle de gestion en pensant l'eau et le fleuve comme une entité, une unité qui doit être préservée dans son ensemble.
Donc, ça peut provenir des communautés riveraines, des ONG. Je trouve que les ONG ont joué un rôle majeur pour la protection de la nature. Les gouvernements également, les gouvernements sont appelés à prendre en main leur rôle de gardiens et gardiennes de l'eau, les Premières Nations, etc. Et puis, c'est qui la voix du fleuve? Parce que comme le fleuve ne parle pas, comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que le fleuve veut? À ce moment-là, on dessine dans ce projet de loi le support d'un comité scientifique. Ça, c'est vital pour pouvoir faire en sorte que ces modèles fonctionnent. Donc, la voie du fleuve sera déterminée par la science et les connaissances traditionnelles selon une perspective pluraliste. Et ça, c'est aussi une des inclusions grâce aux conversations avec la professeure Marie-Hélène Parizeau. Donc, on est très reconnaissant Centro, le Centre québécois de recherche sur l'eau qui réunit plusieurs chercheurs qui travaillent sur l'eau, a déjà soutenu l'Alliance et membres de cette Alliance parce qu'ils sont conscients de l'importance de mobiliser les connaissances, de s'allier avec les différents paliers de gouvernement et avec les communautés pour protéger la nature, pour protéger les fleuves. L'Observatoire nous réunit des chercheurs de différents continents, de différents pays qui sont des experts, des expertes en droit de la nature. Et aujourd'hui, le réseau des inondations intersectorielles du Québec, les risques, j'espère qu'il va pouvoir prendre les risques. M. Gachon va aussi se joindre à l'Alliance pour faire partie de ces comités scientifiques et devenir la voix du fleuve. On identifier des personnes à qui s'adresser pour prendre les meilleures décisions. Et Réseau Québec Maritime, j'espère aussi que M. Dumont va accepter de se joindre à l'Alliance. Québec Océan également, avec tous ces chercheurs, et Mme Wickel, et puis Mme Robineau, avec qui on a eu un échange très intéressant, qui vont aussi se joindre à ces projets, à ces comités scientifiques. Et Cotoc, on a reçu hier la bonne nouvelle qui se joint à l'Alliance. Ils travaillent, ils font des recherches extraordinaires sur l'impact des contaminants qu'on rejette dans l'eau, dans les milieux aquatiques, dans les poissons aussi également, dans la santé humaine. Et puis comme derrière les institutions, il y a aussi des personnes, c'est important aussi que des chercheurs s'identifient dans ces comités scientifiques, qu'on puisse aussi ajouter non seulement des institutions, mais des noms, comme Mme Nathalie Grabin qui a accepté de se joindre à ces comités scientifiques. Elle est aussi vice-présidente de l'Association des géographes du Québec. Et M. Sébastien Sauvé qui fait des recherches extraordinaires sur l'analyse des contaminants et dans l'environnement et dans le fleuve et dans l'eau, et a aussi également accepté de faire partie de ce comité scientifique. M. Patrice Couture aussi, qui fait des recherches extrêmement intéressantes sur l'impact dans les milieux aquatiques de nos déchets, finalement de tous les polluants. Je pense que c'est aussi majeur pour avoir cette voie du fleuve, qu'on puisse comprendre et de la main avec la science qui est meilleure pour les cours d'eau. Hier aussi, on a eu une très bonne nouvelle, Lindsay Keita Burrows, qui se spécialise en tradition juridique autochtone, se joint à l'Observatoire et puis aussi va pouvoir nourrir nos réflexions par rapport à ce qui est mieux et puis toute cette vision ancestrale, parce que c'est important de travailler de la main avec, non seulement avec la science, mais aussi avec la science autochtone, c'est-à-dire les connaissances ancestrales et puis aussi traditionnelles, comme je le disais, depuis une perspective pluraliste pour devenir la voix du fleuve. Et je souligne aussi le support de M. Peter Van Rollergem, le directeur du Centro, qui je souligne son mot dans sa page web: il faut boire l'eau en pensant à sa source. L'eau est non seulement source de vie, elle est également synonyme de cycle et de réciprocité. Toutes nos actions ont une conséquence sur l'eau et l'eau a une conséquence sur nos vies et nos actions. Donc, c'est important aussi d'afficher des noms des centres de recherche et on vous invite à toutes et tous, à tous ceux des chercheurs qui s'intéressent à l'eau et qui produisent une recherche importante, de ne pas les laisser dans les tablettes, mais de les apporter aujourd'hui dans un projet structurant et puis de mobiliser ces connaissances pour le bien-être de la population et finalement pour protéger ces fleuves emblématiques pour le Québec qui va devenir un modèle au niveau mondial. On a plusieurs partenaires. On n'a pas tous les partenaires dans ces PowerPoint, il y en a d'autres qui se joignent de plus en plus. Et puis, l'idée, c'est que ça devienne un projet collectif, pas seulement de l'Observatoire, mais collectif de toutes et tous pour arriver à changer le paradigme.
Et certes, les écosystèmes du fleuve, ils vont avoir un avantage de profiter de cette reconnaissance, mais également, il y a des avantages pour les différents acteurs. Pour les communautés riveraines, on aura un droit à l'eau potable et à un environnement sain, menant des bénéfices pour la santé de la population. Les peuples autochtones aussi ont un compte dans ces projets parce qu'il y a une mise en valeur des pratiques et des savoirs traditionnels, vont être reconnus à titre de gardiens du fleuve. Et aussi, c'est une avenue pour les droits des peuples autochtones à la consultation et au consentement préalable. Pour les secteurs économiques également, on maintient, grâce à la protection du Saint-Laurent, on maintient des services écosystémiques rendus pour les fleuves. On peut aller même chercher une souveraineté alimentaire responsable et une transparence aussi dans les discussions, une meilleure prédiction des risques. Regardons ce qui s'est passé dans la Colombie-Britannique. En connaissant mieux le cycle de l'eau et en considérant la science, je pense qu'on est mieux outillé pour faire face aux risques qui s'en viennent. Les autorités gouvernementales également, le partage de la responsabilité de protection du fleuve, c'est important. Le ministère de l'Environnement, probablement qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui travaillent sur les volets d'eau, donc il y aurait d'autres personnes et des gardiens qui vont contribuer à ce travail de protection et de surveillance, de contrôle et de préservation du fleuve Saint-Laurent. Et comme vous le savez, il y a un lien intrinsèque entre notre nature et les changements climatiques et santé. Vous savez très bien les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climatique l'a dit expressément pour la première fois, sans équivoque, pour désigner la responsabilité humaine dans les changements climatiques. Ça veut dire que les changements climatiques, c'est le fruit de l'anthropocentrisme. Et puis, finalement, la solution, c'est quoi? C'est sortir de ces paradigmes et embrasser ce nouveau mouvement que c'est l'écocentrisme. Vous savez aussi, elle a souligné dans les rapports que l'activité humaine a aussi changé. Nous avons même réussi à changer les cycles de l'eau. Et puis, donc, il faut qu'on commence à s'ajuster et puis à écouter la voix de la nature pour combattre ces crises climatiques. Et on est de toute manière dans la décennie des Nations Unies pour la restauration, donc on est vraiment dans l'obligation d'agir. Et dans le livre, on a un projet de loi déclarant le fleuve Saint-Laurent comme une entité sujet des droits, avec les différents droits et les différentes parties du projet de loi, et on vous invite à consulter les livres, à l'acheter, à les lire. Ça soutient nos travaux de l'Observatoire tout à fait bénévoles, parce qu'on tient à cœur ces changements de paradigme et l'évolution et la protection de nos fleuves, non seulement ici au Québec, mais partout dans le monde. Donc, on vous invite à le lire et à consulter les livres. Et puis, en conclusion, comme vous savez, moi je suis hispanophone, je vous laisse avec une phrase en espagnol. Proteger la naturaleza como un ser vivo permite reconocer que dependemos de ella y que la tierra no pertenece al hombre, sino que es el hombre el que pertenece a la naturaleza. Donc, l'homme, finalement, la nature n'appartient pas à l'homme, mais c'est l'homme qui appartient à la nature. Donc, merci beaucoup et puis on est disponible pour toutes vos questions ou commentaires. Merci. Gracias.